qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu es devenu Chiane? Oh, pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est plus une reconnaissance, mais fondamentalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ça a changé peut-être un petit peu les rapports avec mon professeur qui me corrige moins. Mais non, globalement, ça n'a pas changé grand-chose. Fondamentalement, ça veut dire aussi que je suis responsable maintenant de ma progression. Ça change pas vraiment les choses parce que je considère que je peux encore beaucoup me nourrir du travail des autres et notamment du travail de Christian Tissier qui est depuis 40 ans. Mais c'est vrai que dans l'évolution d'un aikidoka, au fur et à mesure qu'on avance, on devient de plus en plus responsable de sa propre progression. Mais je dis ça même aux enfants de 7 ans, vous êtes vos principaux professeurs. Donc oui, on est responsable de sa propre progression et en même temps, aujourd'hui, je continue à penser que je suis bien content qu'il y ait des gens au-dessus qui me donnent du grain à moudre, des choses à réfléchir, des points à travailler. Voilà. Quand est-ce que tu as commencé l'aïkido? Moi, j'ai commencé l'aïkido réellement en 1987, sachant que j'avais fait une petite tentative en 83. J'avais pas beaucoup de temps pour pratiquer, j'en faisais une fois par semaine, j'étais pas régulier, j'ai dû. Au bout de 3 mois, j'ai dit j'arrête. Je le reprendrai quand je pourrai m'y consacrer. Donc, voilà. Donc en 87, j'ai commencé, j'ai dit à tout le monde, voilà. Il y a cours lundi, mercredi, vendredi, je suis là pour personne. Quoi qu'il arrive. Et voilà. Donc j'ai commencé réellement en 87. Et quoi avec qui? Alors avec Christian Mouza, qui est DFR de Corse aujourd'hui, voilà, et qui en faisait en fait à côté de chez moi. J'ai eu la chance d'avoir un super prof à côté de chez moi. À l'époque, il était premier dan, donc pas très gradé. Il était déjà élève de Christian Tissier et il a pratiqué pendant toute ma progression. Voilà, il a continué à pratiquer. Et très rapidement, il m'a incité à aller voir Christian Tissier. Bon, en fait, quel est ton parcours au niveau de l'aïkido? Mon parcours, ça a été donc ce premier professeur qui donnait des cours d'aïkido, un professeur qui en fait était un couple de professeurs, c'était Philippe Bersani. Il n'est pas très connu en dehors des cercles autour de Christian Tissier, qui était un passionné de Kenjutsu et qui n'enseignait que le Kenjutsu, qui a enseigné pendant des années le Kenjutsu aussi au cercle Tissier, qui venait avec sa femme Francine, il nous enseignait une fois par semaine. Donc j'ai commencé Aikido et Kenjutsu en même temps. Voilà, j'ai fait un premier stage au bout de 3 mois d'Aikido, enfin un peu plus. J'ai commencé en novembre et j'ai fait le stage de Pâques de Christian Tissier. Et à partir de là, j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage. Et puis, voilà, 3 ans après, j'étais premier dan. Je faisais voilà, 2 stages par mois, plus stage de Pâques, 2 stages d'été, enfin voilà, je faisais de l'aïkido. Et à ce moment-là, mes profs, et Philippe Bersani et Christian Mouza m'ont dit si tu veux continuer à progresser, il faut que tu ailles pratiquer au cercle. Donc j'y allais plus seulement le week-end, mais j'ai commencé à y aller en semaine. Donc j'allais 2-3 fois la semaine au cercle le midi. Et le soir, je restais dans mon ancien club. Ah oui. Ça faisait beaucoup d'heures de pratique. Ça faisait pas mal d'heures de pratique. Et du coup, tu as continué après à aller. Pendant combien de temps tu as fait comme ça? Alors, j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Grosso modo, entre le premier et le 4e dan. Voilà, c'était le cercle le midi, de midi, 3 midi. Il y a eu des années où je faisais un matin en plus de Ken avec Philippe Bersani à 7h du matin. Il y a eu quelques années où on a fait ça. Voilà, donc c'était 2-3 fois, on va dire 3 fois au cercle, 3 fois dans mon dojo, plus les week-ends. Grosso modo, un week-end sur 2. Ma femme dit 2 sur 3. Et voilà, donc beaucoup de stages. Justement, quand est-ce que tu as voulu devenir pro et qu'est-ce qui t'a... En fait, j'ai pas voulu devenir pro. Ça s'est posé un peu comme ça s'est fait quand on m'a nommé DTR pour la Basse-Normandie. Je faisais déjà pas mal de cours, j'avais beaucoup de cours, j'avais des stages, je continuais à pratiquer pour moi, donc je pratiquais un peu moins, mais je pratiquais quand même les 2 jours où Christian était là par semaine, j'essayais d'être là. Et puis le soir, j'avais des cours que moi je donnais, et puis je commençais à diriger des stages. Et il y a un moment où c'était plus possible, donc j'ai basculé. Mais 3 mois avant d'être pro, je l'envisageais pas vraiment. Voilà. Ouais, ça se fait donc, un peu par hasard. Voilà, j'avais des employeurs qui étaient très sympas, je faisais de la formation pour adultes.
je trouvais que ça commençait à être un peu de l'abus. Entre les midis où j'avais besoin de 3 heures, les soirs où il fallait que je parte tôt, les vendredis où j'étais pas là parce que je faisais un stage en Espagne et qu'il fallait que je sois à 9 heures, enfin, ou à 10 heures du matin, donc il fallait que je parte la veille. Enfin voilà, ça commençait à devenir compliqué. Voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça. Aujourd'hui, quelles sont tes inspirations au niveau de ta pratique? Que ce soit au niveau des différents sensei, mais aussi pourquoi pas d'autres disciplines, d'autres pratiques? Moi, j'aime bien regarder. Alors, je ne vais pas dire que c'est une inspiration, mais par exemple, j'ai regardé le tournoi de sumo d'Osaka du mois de mars. Et je trouve ça passionnant d'essayer de voir comment ça bouge, à quel moment les équilibres vont changer, comment ils vont jouer sur les pivots, comment ils vont jouer sur les appuis. Et voilà. Et comment est-ce que ça résonne en moi? Là, je ne fais pas de sumo, clairement. Je ne suis même pas un spécialiste, mais voilà. J'ai regardé des danseurs et il y a des choses qui vont me parler, qui vont m'intéresser, qui vont me faire dire bah, ouais, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui se passe. Enfin, voilà. Et puis, bon, les sensei, il y en a. Bon, alors, Christian Tissier, évidemment, avant tout. Alors, Philippe Bersani, qui n'est plus là, qui est décédé, mais qui reste quelqu'un de très cher à mon cœur et une source d'inspiration, je pense, permanente, parce que c'est quelqu'un qui a pratiqué quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Donc, à 86-87 ans, il était encore sur le tatami. Moi, je me souviens qu'il est venu pour les 10 ans de mon club faire un cours, il avait 76 ans. Et c'était d'une fraîcheur et d'un peps incroyable, qui est quelqu'un qui est techniquement sur le tatami, son attitude sur le tatami et puis ses qualités humaines, pour moi ça c'est resté un vrai exemple et genre voilà, c'est un souhait de pouvoir rester le plus longtemps possible, aussi frais, aussi curieux, aussi enthousiaste qu'il l'a été. Donc ça c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué à ce niveau-là. Aujourd'hui, tes axes de travail en ce moment au niveau de l'aïkido? Alors mes axes de travail au niveau de l'aïkido, il y en a pas mal. Aujourd'hui, on a travaillé un peu sur ce qui se passe, quelle communication on arrive à établir avec un partenaire qui ne vient pas pour subir une technique d'aïkido. C'est comment être de plus en plus présent à ce qui est en train de se passer et à ce qu'on est en train de vivre avec le partenaire. Après, il y a un axe qui pour moi est important, qui est comment est-ce que toute la mécanique qu'on a mis en place, on la met au service d'une sensation. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. Et comment est-ce qu'on passe de quelque chose qui est de l'ordre de la contrainte mécanique à quelque chose qui est de l'ordre de la sensation et de la proposition. Une proposition où l'autre n'a pas complètement le choix, mais ça reste une proposition et qui n'est pas une proposition violente. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour rendre l'aïkido plus visible pour la population Alors, générale? si j'avais la solution, je pense que je l'aurais breveté. Hein. Non, alors je pense qu'on a des vrais enjeux. Un enjeu au niveau de la jeunesse qu'il faut capter, qu'il faut garder, et à qui il faut donner la possibilité de faire beaucoup d'aïkido. Il n'y a pas de solution si on veut demain avoir des cadres. Il faut des gens qui s'investissent. Au niveau de la jeunesse, je pense qu'au niveau des femmes, il y a un vrai enjeu. C'est 50% de la population, c'est, je ne sais pas combien, 30% des pratiquants. Mais on sait par exemple que chez les femmes, sur 100 femmes qui commencent l'aïkido, il y en a 2 fois moins qui arriveront au premier dan que sur les 100 hommes qui auront commencé en même temps. Donc si demain on va avoir une fédération mixte, et puis ne pas se couper de toute une partie de la population qui fait des licences. Voilà, il faut le voir égoïstement. Enfin, on a besoin qu'il y ait, alors pas tout pour ça, mais voilà. Je pense qu'il y a un enjeu à travailler, à détecter, à encourager et à faire monter en puissance des femmes qui vont elles-mêmes donner envie à d'autres femmes de faire de l'aïkido. Là, ça manque un peu de rôle modèle, quelques-unes, mais pas beaucoup. Voilà. Voilà. Ici, vous avez beaucoup de chance, vous avez Hélène. Voilà, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça reste dans le pas beaucoup. Ma technique préférée. J'ai beaucoup aimé Tenshi Nage, c'était quand j'étais plus jeune, parce que ça me donnait une sensation de puissance.